Les pionniers chez Fred Mazzella. Le tête-à-tête. Bienvenue dans le tête-à-tête. Aujourd'hui, nous recevons Marie Eklund. Bonjour Marie. Bonjour Fred. Alors, tu es une pionnière, une multi-pionnière. Tu es une entrepreneuse de la finance. Tu as été la première femme au monde à lancer un fonds d'investissement de plus de 200 millions de dollars. Tu as structuré et porté la voix de l'écosystème numérique français en justement montant une association de collaboration entre les startups et les investisseurs, qui est aujourd'hui la plus grande association de startups en Europe, qui s'appelle France Digital. Tout à fait. Voilà, tu as créé et tu présides aujourd'hui le premier fonds de VC aligné sur les intérêts réels de la société. Bon, ton parcours est une quête de sens. On va la découvrir. Alors, tu connais le principe de l'émission. On va regarder ce que tu as fait. Et puis, on va surtout s'intéresser à ce que tu as pensé quand tu l'as fait et pourquoi tu l'as fait, les périodes de gestation, de réflexion, avant justement d'envoyer ces choses-là. On aura quelques interventions de Stéphanie pour nous aiguiller, nous apporter du contenu. On va commencer par le début. Donc, tu es né le 13 août 1975. Tu as grandi entre Paris et Vancouver. Est-ce que tu peux nous parler un peu de justement ton éducation multiculturelle ? Oui, alors moi j'ai eu la chance, donc je suis née à Paris, j'ai passé la plupart de mon enfance à Paris, mais j'ai eu ces parenthèses un peu dorées parce que mon père est chercheur en maths, il avait des années sabbatiques à Vancouver. Et donc j'ai grandi aussi à Vancouver avec ces années-là, où du coup ce qui est très intéressant, c'est que c'est une ville qui a été extrêmement proche de la nature, où tu as un rythme de vie et une culture qui n'a rien à voir, et qui est très proche des peuples autochtones, qui est très proche de la nature. Il y a les montagnes, enfin c'est un endroit qui est absolument splendide, où tu as la mer, la montagne, etc. Et donc ça a aussi contribué à ce que dès le départ, moi je savais que quelque part j'avais un référentiel qui était multiculturel, à la fois en termes de pays, puisqu'il y avait le Canada et la France, aussi parce que mon père a des origines norvégiennes, mais aussi en termes de culture propre, parce que ma mère est une fille de boucher, du marché d'Aligre, à Paris, avec, tu sais, ce sens du travail bien fait, et qui aussi a été super important pour moi, quoi. Et donc, tu as une connexion à la fois internationale et aussi de différents milieux, Ouais. à la fois très intellectuelle par ton père, qui est donc un scientifique, hein, enfin un grand scientifique, et par la connexion avec la vraie vie, j'ai envie de dire, la vie de tous les jours. Ouais. Mais tu as étudié au lycée Louis-le-Grand, tu étais même prise ensuite pour pouvoir poursuivre en prépa scientifique ou HEC, et là, tu as dit non. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi tu t'es dit non, c'est pas. Je me suis dit peux non, pas c'est faire pas ça. pour moi, et je me le suis pas dit, je l'ai senti en fait. Ouais. C'est-à-dire que moi j'ai fait 3 ans à Louis-le-Grand, qui est un des grands lycées parisiens, et j'ai vécu ces années-là. Alors il y a des super bons côtés, c'est là où j'ai rencontré des amis que j'ai encore maintenant, hein. On était 10 en seconde, on est 40 maintenant, donc c'est des amitiés très profondes, c'est des moments très forts. À l'époque, tu avais des Doc Martens, tu étais habillé Tout tout à en fait, noir. c'est pour ça que j'ai eu autant d'amis, c'est sûr. Ils sont restés tout en noir et en Doc Martens, c'est tes amis d'époque? Alors, non, ils ne sont pas restés tout en noir Doc Martens, et ils n'étaient pas tous en noir Doc Martens. Mais moi, depuis que j'ai arrêté, je ne peux plus porter de noir, c'est terminé. C'est ça, bah, tu as tout fait d'un coup, quelques années. C'est terminé. Mais bon, en fait, moi, je n'ai pas aimé la compétition et le côté concours élitiste que porte ce système des grandes écoles. Ce n'est pas pour moi, en fait. Moi, je conçois la résolution des problèmes tous ensemble. Je ne les conçois pas avec cette idée que je vais être meilleure que toi en maths ou en physique, ou il y en a d'autres qui... Ça ne veut rien dire pour moi, en fait. Et moi, le vrai sujet, c'est comment on apprend ensemble, comment on fait des choses ensemble. Et ça, du coup, ça me heurtait presque. Mais tu es quand même personnellement. compétitive, ça fait beaucoup de volets. Exactement, je fais beaucoup de volets, mais c'est en équipe. C'est pas la Donc c'est même de la histoire. compétition en équipe. Ouais, c'est Plus que de la compétition des challenges individuelle. en équipe. Et c'est vraiment des moments de vie commune. Tu essayes de faire des choses ensemble. Alors, tu poursuis tes études en maths et en informatique à Paris-Dauphine. Tout à fait. En 97, avec ton diplôme en poche, tu pars à New York pour ton premier job. Tu es informaticienne au sein de la banque d'affaires JP Morgan. Tu faisais quoi précisément? Informaticienne, c'est très large. Hein. Ah oui, en fait, je codais. Ouais. Et donc, c'était la période, c'est le début de la transformation digitale. Hein. Donc, en fait, je participais au transfert des ordres qui étaient passés à la bourse à la mano.
au Stock Exchange, qui était en face d'ailleurs, et on les transformait dans des ordres informatiques avec derrière tout le système de gestion des risques. Non, c'est pas toi qui passais les ordres. Toi, tu Non, faisais voilà. Et puis après, par contre, on m'appelait. Ouais. Les traders, ils m'appelaient après pour dire non mais là, ça marche pas, ton truc. C'est pas passé. Le bouton n'est pas au bon endroit. Les risques associés, je suis pas d'accord avec le calcul. Bon bref, je peux pas trader. Mais c'est de l'automatisation de tâches extrêmement justement répétitives et en grande quantité. Donc c'est beaucoup de données aussi, j'imagine. Absolument. Et c'était aussi, donc c'est très volumétrique en données, mais c'était aussi beaucoup de calculs financiers justement, de risques, de valorisation de ces actifs-là. Donc c'était à la fois les passages d'ordre et derrière l'analyse qu'on pouvait faire de toutes ces positions-là. C'était pas trop codifié pour toi, ce monde-là? J'y suis pas restée, donc sans doute que si. Voilà, donc on a la réponse. Et donc tu rentres en France, tu fais un DEA Je rentre en France, ouais. en économie et tu rejoins le monde du capital risque pour le compte du Crédit Agricole Private Equity. Et c'est là que tu tombes amoureuse du capital risque. Alors c'est quoi le capital risque? Refais-nous juste en 2 phrases le capital risque, ce que c'est et ce que ça apporte. Alors, c'est très simple, en fait. C'est d'accompagner des entrepreneurs, justement, qui sont dans une période où tu ne peux pas aller chercher un prêt à la banque parce que, fondamentalement, l'investissement que nécessite ton projet, il n'y a pas de chiffre d'affaires garanti associé. C'est de la R&D, c'est de l'innovation pure, etc. Donc, il y a un risque associé à cet investissement-là qui ne peut pas être pris par des banques et par du prêt. Et donc, c'est des gens comme nous qui le prenons et qui, en échange de ça, on prend des parts dans l'aventure. Donc, on part des parts de l'entreprise. Et le but du jeu du métier, c'est qu'on revende ces parts à un moment donné en ayant effectué une plus-value, donc en les ayant revendues beaucoup plus cher que ce qu'on les a achetées. Mais si l'entreprise fait faillite, on a tout perdu. Tu les revends à zéro, quoi. Voilà. Donc, tu les revends pas. Et donc, tu restes 5 ans au Crédit Agricole, tu changes de cap en 2005, grâce à Xavier Lazarus, notamment. Ouais. Qui te propose de rejoindre son fonds de capital risque Elaya, spécialisé dans l'économie du numérique, justement. Alors, la culture te correspond mieux? Oui, pourquoi tu as déjà, Xavier, c'est celui qui m'avait embauché dans le métier, on va dire, puisque quand, à la fin de mes études, je ne savais pas tellement quoi faire. C'était l'an 2000 et tout le monde m'avait dit, va bosser dans une start-up. Et d'ailleurs, Xavier Lazarus, il connaît très bien toutes les start-up de Paris. Là, va voir Xavier, il te dira pour laquelle travailler. Et en fait, j'ai été le voir et il m'a dit, va pas du tout travailler dans une start-up, mais viens travailler avec moi, parce que je suis en train de monter l'activité capital risque de Banque CPR à l'époque. Donc Xavier, en fait, j'avais déjà beaucoup travaillé avec lui. On s'était bien entendu. Et effectivement, moi, aller quelque part dans un monde qui était beaucoup plus entrepreneurial, une structure comme Elaya qui a été quand même à ses débuts versus la grande banque Crédit Agricole, Crédit Lyonnais, ça m'allait beaucoup mieux. Beaucoup plus de flexibilité et d'agilité. Et tu participes justement, grâce à cette nouvelle aventure, à une des plus belles réussites du fonds, Criteo. Stéphanie. En 2006, Elaya investit lors du tout premier tour de table de Criteo, start-up spécialiste du ciblage publicitaire. 7 ans plus tard, Criteo fait ses premiers pas au Nasdaq. On en voit les images. Jean-Baptiste Rudel. Et c'est un véritable succès. La valorisation dépasse les 2,2 milliards de dollars, ce qui permet à Elaya de récupérer 60 fois sa mise initiale. Une opération qui était tout sauf écrite, puisque la dernière grosse opération française au Nasdaq, elle datait à l'époque de 1994 avec l'IPO de l'éditeur de logiciels Business Object, effectivement. Pourquoi tu as cru dans Criteo si tôt, si vite, si fort? J'ai cru dans 2 choses, en fait. Dans 3 choses, on va dire. J'ai cru dans l'équipe. Ça, c'était très clair. Et c'est toujours un des fondements profonds de ce que je porte. Et c'était marrant parce qu'au début, en fait, moi, j'avais rencontré Jean-Baptiste Rudel. Et il avait ce projet qui me paraissait plein de sens, qui était de se dire, il faut qu'on arrive à créer des algorithmes de recommandation par goût des produits culturels. C'était l'époque où, sur tout le web, il y avait énormément de choix de produits culturels, etc. Mais les e-commerçants, ils mettaient que les best-sellers en première page. Donc, ils n'arrivaient pas à faire tourner le catalogue et c'était très dur de recommander quelque chose aux gens qui arrivaient et d'augmenter le panier moyen et de trouver ce qu'on voulait. Donc, cette idée de recommandation par goût, j'y croyais beaucoup et c'est ce que portait Jean-Baptiste. Et en fait, assez vite, il a rencontré Franck et Romain,
qui étaient les autres fondateurs de Criteo, qui, eux, travaillaient exactement sur le même sujet dans un incubateur des mines à Goranov. Et ils ont eu l'intelligence de se dire, on va joindre nos forces et faire ça. Donc, c'était à la fois le besoin profond du marché de recommandations personnalisées, la qualité de l'équipe et sa complétude avec l'arrivée de Franck et Romain, et la qualité de la technologie qu'ils avaient déjà développée, Franck et Romain, au sein de l'incubateur des mines, quoi. Mais c'est rare d'avoir, tu vois, au tout démarrage, 2 projets, 2 gens qui travaillent sur des choses qui ont exactement les mêmes fondements et qui se disent, bon, on sera plus fort ensemble, on fait 50-50, on y va. C'est quelque chose d'ailleurs que Jean-Baptiste Roussel raconte très bien dans son livre. On m'avait dit que c'était impossible. Et donc, par contre, tu trouves que les investisseurs, notamment internationaux et américains, s'intéressent pas encore assez au capital risque européen. Oui. Et ça te gratte, et donc tu veux leur prouver qu'ils ont tort, et donc tu t'y prends comment pour essayer de démontrer qu'il faut s'intéresser au capital risque européen? Eh ben, je monte une asso. C'est une voie, et donc, non, mais donc avec en fait, comme but... ce que j'ai comme but de développer évidemment l'écosystème, parce que en fait, moi, je suis une matheuse, donc ça veut dire que je sais modéliser des problèmes, mais je suis une informaticienne, ça veut dire que je sais itérer pour trouver des solutions, me planter la première fois, mais arriver à trouver finalement. Et quand j'étais au board de Criteo ou d'autres entreprises ou d'autres startups, bah, tu vois bien que certains des problèmes qu'on rencontre au niveau du board, eh ben, on ne peut pas les régler par l'entreprise elle-même parce qu'ils sont systémiques en fait. Tu vois, le manque de talents digitaux pour Criteo, le manque d'attractivité des capitaux étrangers, il ne peut pas tout seul y arriver. S'il n'y a pas assez de monde et pas assez d'argent, on ne peut on peut juste pas le faire. Et donc à ce moment-là, il faut une action collective. Et je me suis dit, il faut qu'on arrive à démontrer le dynamisme de l'écosystème français avec des chiffres. Tu vois, et qu'on arrive à montrer aussi à quel point c'est important de faire évoluer la réglementation autour de ça, qu'il y ait les pouvoirs publics, mais que nous-mêmes, entre nous, on s'unisse et puis on soit plus forts ensemble, quoi. C'est comme ça que tu fondes justement France Digital. Donc c'est l'arrivée de France Digital, ouais. Tout à fait. Et donc, je pars... En fait, ce que j'avais fait, c'est qu'il y avait une stagiaire chez Elaya qui a regardé toutes les données du portefeuille Elaya pour justement regarder les chiffres de croissance, quelles étaient les caractéristiques des startups, comment on pouvait porter un discours étayé, avec des vrais chiffres sur le secteur. Et puis, fort de ces données, j'ai été voir les autres investisseurs, on a été voir les entrepreneurs du portefeuille et on s'est dit, on s'agrège ensemble pour porter finalement cette parole-là qui était hyper nécessaire à l'époque en France en particulier. Et en 2015, tu crées donc ton propre fonds, Daphne. Tu es la première femme à fonder un fonds de plus de 200 millions de dollars. Qu'est-ce qui a fait germer l'idée, du coup, d'aller créer ton propre fonds? C'est en fait à force de porter la parole de la transformation digitale auprès des patrons du CAC 40, auprès du gouvernement français, de la Commission européenne, etc. J'avais développé une vraie compréhension des moteurs de cette transformation. Et je disais, en fait, il faut que tu sois compétitif au niveau international, parce que même si tu n'y vas pas, les gens viennent. Donc, ton produit et ton offre, il faut que tu la penses comme ça. Tu vois, c'est une boîte de San Francisco, basée à San Francisco, qui a mis un coup de pied dans la fourmilière des taxis parisiens, quoi. Donc, ils s'y attendaient pas, je pense. Donc, on est dans cet univers-là. Donc, c'est comme ça que tu dois penser. Il faut que tu penses scalabilité dans le sens où on a accès directement à ces consommateurs. Donc, le service que tu leur rends, il est très différent. Comment tu le suis, etc. Et en réalité, quand je rentrais chez Elaya, je me disais, mais nous, est-ce qu'on est compétitif au niveau international ? Est-ce qu'on a intégré le numérique dans notre manière de se transformer et d'agir et dans l'offre qu'on peut faire aux entrepreneurs? Pas du tout, quoi. Et donc, je me suis dit, mais en fait, il faut que nous-mêmes, on repense le métier d'investisseur à l'aune du numérique et en intégrant finalement toutes ces bonnes pratiques ou toute cette technologie, toute cette culture, toute cette pensée dans la manière d'exercer le métier pour offrir pour mieux accompagner les entrepreneurs et mieux accompagner les investisseurs, d'où Daphne. C'est comme ça que tu es devenue une porte-parole majeure de tout l'écosystème français et que tu es allée jusqu'à conseiller le gouvernement. Stéphanie. Oui, en 2011, Nicolas Sarkozy crée le Conseil national du numérique, une commission consultative composée d'une trentaine de membres de la société civile nommés par l'Élysée. Son rôle est de formuler de manière indépendante des avis et des recommandations sur toute question relative à l'impact du numérique sur la société et sur l'économie. 2 ans plus tard, vous rejoignez l'organisation et en 2017, vous en prenez même la présidence. Mais quelques semaines après votre nomination, vous présentez votre démission après la décision du gouvernement d'écarter Rokhaya Diallo de l'institution, la nomination de la militante féministe ayant été très critiquée à l'époque.
Alors, cette expérience Sanum, c'est un échec, une étape, une... Ah, c'est fondateur. Ouais, fondateur. Ah, Ça a c'est initié complètement ta fondateur. une nouvelle période de gestation pour la suite. Absolument. Et puis j'avais tellement appris dans le process Ouais. que je pense que j'aurais sans doute pas fait 2050 s'il n'y avait pas eu l'épisode du Sénium. Voilà, donc c'était trop politique vraiment, tu vois, et tu as voulu faire quelque chose de plus... donc partir justement avec plus de liberté pour la suite. Absolument. Je veux dire, à partir du moment où c'est devenu politique, moi, c'est pas mon sujet. Moi, je suis une femme de terrain. En fait, je suis une femme d'action. Moi, j'essaye de comprendre les problèmes et d'apporter des solutions. Et le CNUM et le projet que j'avais porté à l'époque, qui s'appelait Penser demain, qui était de réunir vraiment des membres à la fois de la société civile, de la recherche, du monde académique et aussi du monde business, pour poser un diagnostic sur quelle est la société qu'on veut construire et comment on met le numérique au service de ça. Oui. Tu vois, et du coup, il y avait vraiment eu cet effort de prendre des gens qui venaient pas du tout du numérique, comme l'agricultrice Perrine Hervé-Gruyère, qu'on voit dans Demain, tu sais, c'est la ferme du Bec et Loin. Il y avait vraiment un panel de gens qui représentaient des franges très différentes de la société et qui s'entendaient pas forcément. Hein. Mais avec ce pari qui est de dire, posons un diagnostic assez complet, en fait, des problèmes auxquels on fait face, hein, pour essayer de comprendre comment est-ce qu'on peut trouver des solutions et construire un monde qui soit juste, qui soit durable, et comment est-ce qu'on veut que le numérique nous aide en fait à le construire. Bon, c'est devenu éminemment politique, donc c'était absolument plus mon sujet, quoi. Donc c'était clair qu'on pouvait pas aller au bout de ce projet-là. Mais il y avait aussi un truc, c'est que pour moi, ça dessinait une stratégie d'investissement. Tu vois, c'est donc, quand tu es allé chercher cette stratégie d'investissement-là d'une autre manière. Tout à fait. En créant 2050, mais aussi parce que dans l'aventure CNUM, bien, en parlant à Perrine, en parlant à Dominique Don, qui est une ancienne de l'Ifremer, de l'ADEME, en parlant à tous les gens que j'avais réunis et convaincus de participer à ce projet, j'avais aussi compris que la vraie transformation qu'on était en train de vivre, et que c'était la transformation durable. Et qu'en réalité, il fallait qu'on pense la finance pour arriver à accompagner cette transformation. Et j'ai acquis la conviction que le modèle du capital risque historique n'était pas en capacité de le faire. En tout cas, qu'il y avait une meilleure manière de le faire. Et donc, entre 2018 et 2020, tu as une période de gestation, justement, de structuration de ce nouveau bébé que tu as lancé, qui s'appelle le fonds 2050, que tu as lancé à la rentrée 2020. Tu t'appuies sur quel pilier pour construire cette nouvelle vision, ce nouveau bébé? Le premier, c'est la compréhension, donc c'est le savoir, la connaissance, quoi. Et parce que, en fait, il y a plusieurs choses. La première des choses, c'est qu'après toutes ces années, en ayant manipulé l'argent, en fait, en ayant investi dans des entreprises comme Criteo, mais comme plein d'autres, Swile, Shine, Ifan, dans la santé, dans l'éducation, dans plein d'endroits, ce que tu comprends, c'est la puissance de l'argent. En fait, l'argent, quand tu investis, tu n'es pas en train de prédire le futur et de prendre des paris, tu es en train de le façonner. Et c'est très différent. C'est-à-dire que quand tu comprends ça, la question d'après, c'est « OK, je veux contribuer à quoi, en fait ?» Oui, cet argent-là, il est très différent des autres, puisque c'est l'argent qui, effectivement, est là pour construire le futur. Il y a une intention, quoi. Oui, il y a une intention derrière cet argent. Même si tu ne te l'acceptes pas et tu ne te le dis pas, en réalité, l'argent, quand tu le mets là, tu as l'intention que cette entreprise, elle soit extrêmement... qu'elle grandisse, qu'elle soit très profitable, qu'elle ait beaucoup d'impact. Et l'impact qu'elle va avoir va façonner la société dans laquelle tu vas vivre, dans laquelle tes gamins vont vivre. Et donc, est-ce que c'est la société dans laquelle tu veux effectivement vivre, quoi? Est-ce que tu veux que ça advienne? Et comme on a cette ambition de vraiment construire des géants, en fait, ça a un impact qui est considérable. Du coup, je me suis dit, il faut qu'on prenne le problème en sens inverse. Donc vraiment, la logique de 2050, c'est de ne pas faire comme la finance fait d'habitude, qui est de regarder ce qui a marché dans le passé, de regarder les performances historiques financières, quoi. Qu'est-ce qui a marché, c'est qu'est-ce qui a gagné beaucoup d'argent, et de prendre des paris aujourd'hui en fonction de ce qui a gagné beaucoup d'argent dans le passé, mais de faire l'inverse. Tu regardes le futur, tu te dis, c'est quoi les gros problèmes qu'on doit y régler, quoi? Dans quelle société veut-on vivre et comment on met l'argent aujourd'hui au service de la résolution de ces problèmes qui, comme ils sont gros, ce sera forcément les entreprises qui vont les régler, des gros succès. Et donc de belles performances financières, etc. Donc c'est vraiment ce changement de paradigme qui est de dire, regardons plutôt ce qu'on veut qu'il advienne, quels sont les problèmes, comment on les résout, c'est quoi nos meilleures chances en fait d'y répondre, et comment à partir de ce que je sais aujourd'hui, et donc la deuxième chose du coup c'est de comprendre exactement où sont les problèmes, qu'est-ce qu'on sait déjà, quelles sont les solutions qu'on peut apporter, et où est-ce qu'il faut investir en premier pour y répondre, que tu peux arriver à changer de paradigme, quoi. On a une petite surprise pour toi. Ah, c'est cool. Une question
de ton directeur général et associé Olivier Bacchio. Olivier. Bonjour Marie, bonjour Fred. Je sais que très souvent quand tu te présentes, quand tu présentes 2050, tu commences par raconter aussi ton expérience à New York chez JP Morgan, en salle des marchés, en tant que programmatrice informatique, développement et compétences mathématiques. Et j'aimerais savoir qu'est-ce que ça t'apporte aujourd'hui dans ton métier de VC, d'être passé par cette case très financière et très technique. Merci à toi. Oui, c'est une bonne question. En fait, je pense que, déjà, je l'ai un peu dit tout à l'heure, les maths, moi, ce que ça m'a... En fait, je fais des maths au quotidien. Pourquoi ? Parce que je suis tout le temps en train de modéliser les situations ou les problèmes que je vois. Et rien que d'arriver à faire ça, et de le faire pas que pour 2050, hein, de le faire pour toutes les sociétés ou les entrepreneurs que j'accompagne. Souvent, c'est pas rare que, tu vois, dans un board, je me lève, je vais au tableau, et parce que je sens que les énergies, elles convergent pas du tout. Et il y en a un, il dit, bah non, faut faire ça. L'autre, il dit, bah non, faut faire ça. Enfin, tu vois, le truc, il part, tu sens que on n'est plus sur les bons sujets, quoi. Là, tu te dis Et les ben, je maths me vont lève. nous sauver. Exactement. Je vais au tableau blanc, je te jure, c'est vrai. Et je dis, bon, est-ce qu'on est d'accord que le problème qu'on cherche à régler, c'est ça ? Et là, évidemment, on dit, bah non, parce que tel truc et tout. Alors, tu si on dis, n'est ouais. pas d'accord sur le problème, déjà. Exactement. Et donc, en fait, tu changes les hypothèses de base, tu dis, OK, donc en fait, est-ce que c'est ça ? Est-ce que c'est ça ? Puis quand tu arrives à canaliser les énergies et tout le monde a identifié le problème qu'on cherche à régler, et bien là, déjà, tu as fait un pas énorme parce que tu as conduit tout le monde dans un mode constructif pour se dire, bon, ben ça, c'est le truc qui nous rassemble et qu'on veut régler ensemble. Et là où l'informatique agit, c'est que derrière, je suis en capacité de créer un chemin de pensée pour trouver une première ébauche de la solution. Donc, du coup, tu vois, je suis capable de les emmener dans un chemin de résolution parce que c'est ce que j'ai pratiqué en codant, en fait. Et la deuxième chose où je pense que l'informatique, ça m'a super appris, c'est que j'ai une plasticité naturelle à itérer. C'est pas parce qu'on a trouvé une réponse à un moment donné sur un problème qu'on s'est posé ou sur une situation donnée qu'en fait, c'était la bonne solution, quoi. Alors, de la première expérience en VC Crédit Agricole jusqu'à aujourd'hui, en 2050, tu as été membre de combien de boards au total ? Est-ce que tu sais ? Nous, on a compté. Ouais, On en a 37. Ah ouais, quand même. Ouais, 37 boards. Je sais, quand on a préparé, tu m'as dit une petite vingtaine. En fait, non, c'est 37. Entre Londres, Lorient, Los Angeles, Lyon, Marseille, Montpellier, Montréal, New York, Paris, San Francisco, Stockholm, Toulouse. Ouais. Et donc, ça fait du monde. Il y a une trentaine de startups, il y a des sociétés cotées, il y a des universités, fondations, associations. Alors, j'ai une dernière question pour toi pour conclure. Donc là, on voit toute l'équipe de Swile. Ouais. Loïc qui est là, Soubéran. Il y a Thibaut qui est un des administrateurs indépendants depuis le tout début avec nous. Eric Pantera, le directeur technique de TIDS qui a rejoint récemment, enfin qui était TIDS et qui a rejoint Swile. Maintenant, il est directeur technique chez Swile. Et Jonathan Uzerovici qui est maintenant chez... j'oublie à chaque fois le nom, mais enfin on coupera cette partie-là, mais qui est un des investisseurs historiques aussi. Il était chez Euraseo. Et donc ma dernière question pour conclure, c'est avant 2050, disons à horizon 2030, comment tu vois la position de la France en ce qui concerne la tech et l'impact dans le monde ? Alors, il ne faut pas oublier que moi, je suis dans cette logique, on façonne le futur et on ne prédit pas. Donc, ce que j'espère voilà. que la France va prendre comme position, c'est... Je pense qu'on a une vraie carte à jouer. Je crois vraiment que la transformation durable, elle est encore plus profonde que ce qu'on a vécu dans le digital. Et que ça Quand tu penses durable, tu penses environnement, social, tu penses les deux. Les deux. Vraiment... Je pense que c'est les deux parce que l'un ne peut pas aller sans l'autre. On ne peut pas avoir une transition environnementale si elle n'est pas juste. Parce que c'est les populations les plus défavorisées qui vont souffrir de l'environnement le plus, en fait, des problèmes de réchauffement climatique, etc. Et l'Europe est en réalité... extrêmement en avance d'un point de vue réglementaire sur le sujet et est en train de pousser la commission actuelle, elle est en train de pousser extrêmement fort sur la transformation de l'économie et que si on arrive justement à en faire une opportunité et à l'idée quelque part cette transformation durable, on a une vraie carte à jouer pour de reprise de leadership économique en fait. Et on sera mieux préparé et on sera plus résilient en tant qu'économie mais aussi en tant que société puisque cet alignement du business avec la société et la planète, j'y crois beaucoup et je pense que c'est une vraie priorité.
Et la France là-dedans, parce que ça, c'est au niveau européen. On est, au niveau européen, ceux qui mènent la danse en termes ceux qui sont vraiment devant nous, c'est les pays nordiques. Ils pensent écosystème par nature. Ils ont déjà intégré énormément de choses, à la fois sur la partie sociale et environnementale. Tout l'écosystème des investisseurs qui sont un peu mes co-investisseurs naturels, ils sont beaucoup plus dans les Nordiques qu'en France. En fait, il y a beaucoup de nouveaux fonds qui se créent sur le climat, sur l'impact là-bas. Et j'espère qu'en France, on va non seulement suivre leur voie, mais aller encore plus loin que ce qu'ils font et y aller, quoi. Voilà, La donc France, je lui pionnière souhaite, de la tech et de l'impact en environnement et social. Parfait, merci beaucoup Merci. Marie de nous avoir Merci, partagé Fred. ta passion, ton énergie.